On accueille Pierre Corvol aujourd'hui, ce qui est un grand honneur pour nous. Je trouvais un peu incongru de vous présenter, mais, parce que tout le monde vous connaît bien entendu, mais peut-être pour dire qu'on pourrait dire que c'est la série des conférences des grands précurseurs. Donc bienvenue à l'Institut de santé publique, où c'est particulièrement important d'avoir des conférences par ceux qui ont fait la science. Et donc Pierre Corvol est médecin et chercheur. Il est grand précurseur dans le sens où il a su justement acquérir une formation de médecin et de chercheur très interdisciplinaire, peut-être à un moment où c'était moins évident qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on suit tous, on essaie de suivre ce type d'exemple de formation et c'est vraiment très important. Et puis évidemment c'est c'est le chercheur qui a établi le rôle du système rénine-angiotensine-aldostérone dans le contrôle de la fonction rénale et cardiaque, et donc tous ces travaux ont été absolument cruciaux pour ensuite mettre au point le traitement de l'hypertension artérielle. Donc on voit bien que c'est un précurseur aussi de la recherche translationnelle dans ce qu'elle a de plus important, plus noble. Donc c'est aussi pour ça qu'on est particulièrement fiers de vous accueillir. Je ne vais pas citer les 730 publications scientifiques, tous les ouvrages grand public que vous avez publiés. Et puis bien entendu, c'est un membre de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine, de l'American Academy of Arts and Science. Donc on voit bien l'immense reconnaissance que vous avez, professeur au Collège de France, bien entendu. Puis j'ai cru comprendre que vous aviez une mission récemment aussi sur l'intégrité scientifique, ce qui, moi personnellement, au moins me fait extrêmement plaisir, parce que c'est un aspect extrêmement important, une problématique très importante, l'intégrité scientifique. Et je suis assez confiante qu'on progresse en France si c'est vous qui coordonnez cette mission. Donc merci beaucoup de nous faire progresser aussi sur cette thématique-là. Et donc vous allez nous parler des maladies rares aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Geneviève. Je dois dire que je suis un peu ému, même à la limite, franchement, de faire un topo dans un institut de santé publique, moi qui n'en ai jamais fait. C'était à la fin des études de médecine, autant que je me souvienne. Ça faisait partie de l'hygiène, des choses comme cela. On en faisait l'impasse. Et la seule exposition que j'ai eue à la santé publique, c'est celle que m'a obligé à faire mon ami Joël Ménard. Donc c'est vous dire que c'est une exposition qui a été brève, mais intense. Mais si je dis de temps en temps des horreurs, ben vous me le direz à la fin, on rectifiera, comme ça mon prochain topo sera meilleur. Alors, en fait, j'ai été chargé à un moment donné par le Haut Comité au Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'HCERS qui a remplacé l'AERS, d'évaluer le deuxième plan national sur les maladies rares. À vrai dire, j'ignorais qu'il y avait un premier plan, donc je me suis mis à la tâche avec un certain nombre de collègues. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas uniquement, naturellement, l'évaluation de ce qui a été fait sur les maladies rares par ce plan au cours des années 2011 à 2014, mais c'est une vue un peu d'ensemble, parce que je me suis vraiment intéressé à ce sujet qui est à la fois un problème de santé et un problème de société. Alors, finalement, c'est rare d'avoir une maladie qui est définie par sa prévalence. Alors là, c'est le cas. Les maladies rares, ce sont des affections qui touchent moins de 1 pour 2000 patients, en prenant Orphanet comme référence. Alors, si les maladies rares sont effectivement rares, elles sont néanmoins collectivement fréquentes, puisqu'il y a 7 à 8 000 maladies ou syndromes rares distinctes, et ceci représente une population de l'ordre de 2 millions en France, 20 à 25 millions, semble-t-il, en Europe. La plupart du temps, mais pas toujours, l'origine est génétique dans 80% des cas, soit une mutation somatique, soit une mutation germinale. À ce moment-là, donc, on a un grand nombre de maladies rares, comme vous le savez, qui sont héréditaires. Ce sont des maladies chroniques et source de handicap extrêmement invalidant durant toute la vie, s'aggravant. Et 50% des maladies rares débutent, semble-t-il, avant l'âge de 2 ans. Et elles sont responsables donc d'un tiers des décès chez les très jeunes enfants.
Alors sur un certain nombre de points, ces maladies rares se distinguent des maladies auxquelles on est habitué, en tout cas des gens comme moi qui travaillent sur les maladies communes. D'abord, il y a un petit nombre de médecins qualifiés, donc c'est un premier point. Ce qui fait qu'il est difficile de diagnostiquer ces maladies et on est confronté, et c'était l'un des objectifs fondamentaux des deux plans maladies rares, de diminuer ce qu'on appelle l'errance diagnostique de façon à accélérer le diagnostic. Bien sûr, ces patients sont souvent l'objet d'une exclusion sociale. J'ai regardé par curiosité depuis quand on s'intéresse sur le plan de la société aux maladies rares, et j'ai pris l'exemple du syndrome de Down, la trisomie 21. Parce que ce syndrome a été repéré à la fin du 19e siècle, ça m'intéressait parce que là, il n'y avait pas besoin d'avoir la cytologie pour faire le diagnostic. Les gens avaient repéré l'aspect mongoloïde du trisomique. Eh bien, il a fallu un certain temps avant qu'il y ait une prise en charge sociale de ces affections. Donc vous voyez, l'exclusion sociale est une réalité. Et il y a aussi, évidemment, une inégalité socio-culturelle dans la mesure où plus on est instruit, plus on vit dans une grande ville, plus on est proche finalement de la possibilité d'avoir un diagnostic précoce, et plus meilleur c'est, mais en même temps c'est lié naturellement à une certaine forme d'éducation et de richesse socio-culturelle. Pour les maladies rares, on n'a que peu de traitements. On y reviendra tout à l'heure, donc je ne vais pas insister tout de suite. Et il a été dit, mais nous verrons que ce n'est plus tout à fait le cas, que l'industrie n'était pas particulièrement motivée pour travailler sur les maladies rares, étant donné que l'investissement était lourd pour un faible rendement. Mais nous verrons que ce modèle est en train de changer et ça fait partie des questions sociétales intéressantes à traiter. Alors, en fait, ce que je crois vraiment, c'est que les maladies rares sont à l'origine de découvertes en recherche fondamentale. Je prendrai juste un exemple pour l'hypertension artérielle. Maladie commune, mais si vous regardez un certain nombre de maladies rares qui sont capables d'entraîner une hypertension artérielle, ce qu'on en a pu dépister comme mécanisme impliqué est tout à fait passionnant. On prenait par exemple une maladie rare qui est le phéochromocytome, une tumeur de la surrénale, de la médulo-surrénale. Eh bien, on a pu, en l'espace de 10 ans, découvrir 13 gènes, mais qui sont tous impliqués, je dirais, dans la respiration cellulaire, et ces 13 gènes nous ont aidé à expliquer quels étaient les mécanismes de la tumorigénèse et de l'oxydation correcte d'une cellule. Nous allons voir que justement les maladies rares sont à l'origine de développement de médicaments, j'y reviendrai tout à l'heure, et que plusieurs compagnies se sont intéressées récemment aux maladies rares parce qu'elles ont vu là une niche pour pouvoir pallier, je dirais, l'insuffisance de découverte de médicaments dans la maladie commune. Une chose aussi qui me semble intéressante, naturellement, c'est le rôle absolument essentiel qu'ont joué les associations de malades. Je le savais, vous le savez, mais quand on travaille sur un plan comme celui-ci, on se rend compte concrètement l'importance que ceci a pris et prend toujours, et ceci a des conséquences sur le plan sociétal, nous y reviendrons. Alors en France, nous avons finalement, je crois, une certaine chance dans la mesure où, depuis longtemps, par tradition, en santé publique, avec la première loi en 1902, une tradition, je dirais, de politique centralisée de santé et d'hygiène, une politique qui a été continue en matière de natalité et de protection infantile. Nous avons eu des pédiatres qui se sont, je dirais, qui ont été particulièrement performants dans les hôpitaux, qui se sont intéressés tôt à la génétique, et si bien que cette tradition a permis le développement d'une recherche très pointue sur les maladies rares, étant donné l'importance de la génétique dans ces maladies, et maintenant de la thérapie, et notamment la thérapie génique. Et donc il y a eu un intérêt, je dirais, précoce en France pour la génétique et le conseil génétique, un relais
associatif qui est ancien. Les associations telles que l'AFM datent de 1958. En fait, le premier Téléthon date de 1987, mais il est postérieur, tout de même de 20 ans, au premier Téléthon américain. C'était un copiage, en quelque sorte, du Téléthon américain. Je ne savais pas cela. Vaincre la mucoviscidose, l'association a été créée en 1965. Et le rôle de la France est grand, notamment pour le développement du statut de médicaments orphelins, c'est-à-dire les médicaments qui sont applicables aux maladies rares, avec notamment la participation du ministère de la Santé du temps de Simone Veil dans le milieu des années 90-2000 et la création d'Orphanet 97, qui a été la première tentative et toujours très importante de pouvoir classer, ordonner les maladies rares. C'est un défi qui est toujours constant à l'heure actuelle. Tout le monde reconnaît dans le monde entier l'importance du génétome dans l'établissement de la carte génétique. Il faut bien voir que le séquençage complet du génome humain qui a été publié en 2002 n'aurait pas été possible sans l'apport du génétome 10 ans avant, avec notamment Jean Wesselbach qui a établi, comme vous le savez, la carte du génome humain. Et comme je le disais, pratiquement une contribution importante avec notamment le groupe d'Alain Fischer et Claude Griselli sur la thérapie génique avec les premiers résultats dans certains syndromes déficitaires chez l'enfant. Alors néanmoins, nous manquons de centres spécialisés. Néanmoins, l'information et l'aide pour les familles est toujours à revoir et à augmenter. Nous sommes très loin d'avoir des traitements spécifiques pour les maladies rares. Et enfin, il y a relativement peu d'études épidémiologiques. Pour toutes ces raisons, la communauté s'est auto-saisie, si je peux dire, d'un premier plan des maladies rares qui a été organisé des années 2004 à 2008, qui a accompagné en quelque sorte la réflexion qui existait antérieurement de la part des pédiatres et de la santé publique, avec notamment Sonia. Ça a été le premier plan européen. Et donc, lorsque nous avons fait l'évaluation du deuxième plan, je n'ai eu aucune difficulté à avoir avec moi, nous étions un groupe de 6, 3 collègues européens, de façon à pouvoir avoir une vue extérieure. Nous avions un collègue qui était un épidémiologiste, Frédéric Barros de Porto, un collègue, en fait un Canadien, Philippe Krien, qui était un biochimiste et qui travaillait sur une maladie rare et qui avait créé une petite compagnie qui a eu un énorme succès, qui s'est fait racheter par Alexion, une compagnie américaine, et un troisième collègue qui était Alastair Kent, qui est le président de Genetic Alliance UK, c'est-à-dire, je dirais, le regroupement de la plupart des associations anglaises sur les maladies rares. Et le plan maladie rare numéro 1 avait 2 volets, un volet clinique et recherche, mais surtout un volet clinique, qui était finalement l'organisation rationnelle, autant que faire se pouvait, du diagnostic, du traitement des patients atteints de maladies rares. Alors, il y a eu, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le sujet, la création de centres de référence des maladies rares. Il y a eu 131 centres de référence qui ont été proposés en France, qui ont été validés. À ceci s'est ajouté 501 centres de compétences. Ce sont des centres qui n'ont pas reçu, je dirais, un support financier comme les centres de référence, mais ceci a permis de mailler en quelque sorte le territoire national avec ces centres spécialisés pour pouvoir répondre aux questions. Donc, on ne couvre pas l'ensemble des maladies rares, parce qu'il faudrait 7000 centres s'il y a réellement 7000 maladies rares individuelles. Néanmoins, un certain nombre de centres représentent, par exemple, sur le plan des maladies hépatiques rares, sur les maladies neurologiques, sur les maladies cardiaques, etc. Alors, le plan a permis donc d'avoir à la fois un support financier et un support en personnel, et d'autre part, il a permis de faire progresser, je dirais, le système d'assurance maladie d'aide sociale,
avec aussi une action importante qui a été de prolonger ce qui avait été débuté sur le statut de médicament orphelin. Et il y avait, grâce à ce plan, un interlocuteur important pour les agences européennes et l'Agence européenne des médicaments, de façon à avoir une politique aussi harmonisée que possible au niveau européen. Le plan avait comme but de financer la recherche clinique et fondamentale, avec notamment la création d'un groupement d'intérêt scientifique spécialisé sur les maladies rares. En fait, ça s'est transformé en un centre essentiel, qui a été celui du centre Imagine à Necker. Et puis, le développement de la banque de données Orphanet, avec un budget que je vous livre ici avec toutes les réserves possibles. S'il y a bien quelque chose qui est difficile quand vous faites ce genre de travail d'évaluation d'un plan, c'est d'avoir des budgets consolidés encore plus difficiles. Et le Haut Conseil de santé publique qui s'occupait tout récemment de l'évaluation du volet clinique du deuxième plan s'est heurté exactement aux mêmes difficultés. Il était à peu près possible de suivre le financement de la recherche. En revanche, le financement de la prise en charge clinique, de l'installation de ces centres, des personnels, etc., est extrêmement très difficile à malheureusement quantifier. Alors voilà les opérateurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous montre quand même que ce premier plan avait une série de propositions importantes, depuis l'épidémiologie au partenariat en passant par la recherche, etc. Et vous voyez qu'un certain nombre d'opérateurs provenant du ministère de la Santé étaient proposés, ou du ministère de la Recherche, et aussi de l'INSERM. Voilà, donc le budget que je vous ai indiqué de 108 millions d'euros est vraiment à prendre avec beaucoup de prudence. Ce plan a permis donc la création de ces centres de référence et de compétences, de développer Orphanet, d'améliorer l'accès aux drogues innovantes, comme je vous le disais, et aussi de développer au niveau européen une politique de médicaments orphelins. Et enfin, le plan a permis de créer, entre autres, l'Institut Imagine, avec quand même des faiblesses qui étaient et qui est toujours qu'il est difficile de prétendre qu'aujourd'hui on couvre tout le pays. Pour donner un exemple, à Tours, ville universitaire, il n'y a pas de centre de référence. Donc c'est quand même un vrai problème, c'est pour vous montrer un manque évident. Il y a des plateformes de biologie qui ont été créées et qui ont été très importantes pour pouvoir améliorer le diagnostic génétique. Ceci dit, le financement était insuffisant. Là, j'ai le financement. Il y a eu une quinzaine de plateformes de séquençage avec 10 millions d'euros en tout pour 4 ans. Or, ce n'est pas suffisant parce que la technologie avance à toute allure. D'ailleurs, on parle de NGS, Next Generation Sequencing, donc insuffisant. Et d'autre part, le coût de fonctionnement, comme souvent d'ailleurs dans les budgets en France, n'était pas suffisamment pris en compte. Alors, il y a eu une politique qui a incité aux banques de données, les registres d'abord, les cohortes, les biobanques. Là encore, le premier plan a été insuffisant pour dire qu'on a une manière maintenant suffisante pour pouvoir prétendre à faire des études longitudinales. On n'a pas tout ce qu'il faut. Et enfin, l'un des buts du plan était d'avoir des procédures de diagnostic nationales qui permettaient ainsi à un centre de référence données de pouvoir dire, ben voilà, si on a une mucoviscidose, on va établir le diagnostic de telle manière, clinique, biologique, on va avoir une manière informatisée de recueillir l'observation, des données qui doivent être ensuite collectées de façon standardisée, homogène. Ceci n'a pas été le cas. Au lieu des centaines de procédures diagnostiques, il n'y en a qu'une vingtaine qui ont été établies. Donc il y a indiscutablement une insuffisance. Enfin, quand on regarde un plan a posteriori, on s'aperçoit qu'on aurait dû a priori avoir des indicateurs, des tableaux. Et ça a terriblement manqué. Et ça a manqué aussi au second plan, parce que vous allez retrouver malheureusement un certain nombre de faiblesses au cours du second plan.
Alors, nous, dans nos recommandations, c'est facile de dire cela, mais enfin, on a fait tout ce qu'on a pu pour pouvoir le recommander lourdement, mais je ne suis pas sûr que ceci sera suivi. Toujours est-il que le plan, honnêtement, quand on interroge les gens, c'est ça qui compte. Nous avons fait vraiment un gros travail d'interrogatoire, eu 70 interviews. On s'est réunis 2 fois pendant 3 jours avec notre comité, et une dernière fois pendant une journée entière pour être bien d'accord sur les conclusions et les recommandations. Donc il y a eu un plan 2011-2014, et ce plan avait 3 priorités. Premièrement, une priorité clinique, d'améliorer le diagnostic, le soin, la prise en charge médico-sociale, qui était clairement insuffisante, d'aider la recherche clinique translationnelle et fondamentale, et d'avoir encore plus une présence française au niveau européen et international. Alors, le financement qui est là, alors là, est quand même un peu mieux validé. En gros, une recherche fondamentale financée à 8 à 12 millions d'euros par an. Là, je ne parle que de financement, de budget, de fonctionnement, de mission, etc. Je ne parle pas du budget consolidé, que je suis incapable de vous donner, à savoir la paye des chercheurs, des doctorants, etc. L'ANR finance à peu près, bon an, mal an, des projets à 700 à 800 000 euros total. Et comme vous le voyez, sur la période 2011-2014, il y a eu un financement de 33 millions d'euros, ce qui est pas mal, parce que ça représente plus de 10% du budget biologie de l'ANR. L'une des craintes que l'on pouvait avoir, c'est qu'il n'y a plus, pour ceux qui déposent des projets ANR et qui se font des cheveux blancs, et je le comprends, pour pouvoir avoir un budget accepté et un projet accepté, il y a en gros moins de 10% de projets acceptés. On est plutôt à 8,9 qu'au-delà. Et donc l'une des craintes, c'était qu'en supprimant une action spécifique qui s'appelait génopathologie, qu'il y ait une plongée en quelque sorte des projets où les maladies rares se retrouvaient particulièrement bien. Ce n'est pas le cas. En fait, les maladies rares performent, entre guillemets, mieux que d'autres domaines de la biologie. Alors après, il y a le PHRC et d'autres choses qui ont été proposées et qui permettent un financement public récurrent. Il ne faut pas oublier que le plan d'investissement à venir, le grand emprunt, a aussi aidé les maladies rares par le financement d'Imagine, mais aussi par ce qu'on appelle Phénomine, qui est le plan du phénotypage qui a été mis en place dans plusieurs instituts, notamment à Strasbourg, avec la clinique de la souris. Le Généton INSERM a aussi fourni des moyens dans la production de vecteurs viraux, avec donc un financement étatique de 20 millions d'euros, et puis l'accord Tradico, qui a démarré il y a à peu près un an et demi, avec 13 cohortes sélectionnées, un budget global de 11 millions d'euros. Alors, je ne vais pas insister longtemps sur les budgets, etc., parce que peut-être que c'est un peu aride, et puis après tout, ça intéresse essentiellement les financeurs, mais sachez que on est quelquefois un peu critique sur les budgets européens. Là, les budgets européens et la participation de l'Europe a vraiment été importante. Alors, il y a plusieurs possibilités à examiner. D'abord, ce qu'on appelle les European Research Area Network, ERANET, qui régulièrement a financé les maladies rares. Il y a 3 plans successifs, et on est dans le 3e plan avec l'horizon 2020, et la France fait très bien dans ces demandes. Au passage, ce sont des demandes intéressantes dans la mesure où quelqu'un qui veut financer un projet dans ce cadre-là va avoir la compétition habituelle, et le financement nécessite obligatoirement une collaboration européenne, et c'est la France qui, à ce moment-là, finance. Ce n'est pas un budget européen, c'est en fait de l'argent qui est mis de côté par la France pour stimuler, en quelque sorte, des collaborations européennes. Il y a aussi, bien sûr, des collaborations internationales. Alors, il manquait pour nous, notamment pour moi qui aime bien voir les choses concrètes, autant que se faire se peut, savoir ce qui se passait
dans ces centres de référence. Je me doutais bien que ces centres de référence étaient des centres qui étaient articulés avec une recherche clinique, bien sûr, mais aussi fondamentale, mais nous n'avions aucune idée de la manière dont ça se passait. Donc nous avons décidé, à la fin juin, d'envoyer un questionnaire à remplir pendant les vacances, inutile de dire que j'étais extrêmement populaire, et à rendre avant le 15 août, mais finalement on a eu un taux de réponse de 75%. En effet, les 131 centres, on a pu exploiter 100 questionnaires que nous avions mis en ligne, et je vais vous montrer les résultats, parce que nous voulions savoir donc de près comment ces centres fonctionnaient en matière de recherche clinique et éventuellement de recherche fondamentale. Alors, il y a une très grande dispersion au passage dans le nombre de patients que suivent ces centres, puisque là vous voyez qu'il y a un écart type qui est très grand, et là vous avez une moyenne de 4000 patients, mais une médiane de 2000 et quelques. Ça vous donne une petite idée de la distribution du nombre de patients en fonction des centres. Certains centres voient peu de malades, d'autres voient énormément. Alors, ce que nous voulions savoir, c'était si ces centres étaient quasiment systématiquement ou non impliqués dans des registres, cohortes de patients. Donc nous sommes plus intéressés, à vrai dire, aux cohortes. Et vous voyez que là aussi, il y a une grande dispersion, mais en moyenne, chaque centre a en charge 3 cohortes, mais avec une variabilité assez grande de 1 à 17, et pratiquement, pas tous, mais pratiquement 92% des centres sont impliqués donc dans une ou plusieurs cohortes, avec là encore un nombre de patients par cohorte qui varie de façon importante. Alors, ces cohortes sont financées à raison en moyenne de 320 000 €, un financement qui est externe du type PHRC, ou un financement interne, à savoir des ressources propres qui sont générées par exemple par les associations de malades, etc. J'ai trouvé ça personnellement rassurant parce que c'est pas à vous épidémiologistes que je veux dire ça, mais s'il y a bien quelquefois quelque chose qui manque dans les financements publics, c'est les financements de cohortes, de banques de données, et même de registres. Et pourtant c'est la base de la base. Donc il est quand même heureux de voir que les centres sont impliqués et sont financés ou trouvent le financement. Alors, intéressant aussi de savoir si ces centres sont impliqués ou non dans des études cliniques, type investigation clinique, physiopathologique ou autre, ou carrément essais thérapeutiques. Alors, là encore, il y a 93% des centres qui sont impliqués dans au moins une étude, soit clinique, soit un essai thérapeutique, avec une grande variabilité, encore une fois. En moyenne, si ça veut dire quelque chose, une dizaine d'études par centre. Et là, vous avez finalement, durant la période 2011-2015 qui nous intéresse, c'est 810 patients qui ont été inclus dans 387 investigations cliniques, si on totalise l'ensemble, et voilà, 339 essais thérapeutiques. Voilà. Avec ici un financement moyen qui vous est indiqué. Si j'insiste sur le financement moyen des cohortes, des essais cliniques et des essais thérapeutiques, c'est qu'il y a beaucoup de petites initiatives qui aboutissent à des essais ou à des propositions de financement de 20 000 €, 30 000 €. On est vraiment à un ordre de grandeur facile en dessous des financements que reçoivent les centres pour réaliser les études que je vous montre. Donc c'est un point important parce qu'il y a tendance au saupoudrage, honnêtement, qui est sans doute inhérent aussi au fait qu'il y a beaucoup de maladies rares, que quelqu'un qui a dans sa famille, je suis persuadé que dans votre famille, enfin moi c'est mon cas, dans votre famille, de près ou de loin, vous connaissez quelqu'un qui a une maladie rare. Donc les gens sont prêts à donner quelque chose, mais quelquefois il faut bien savoir que ça correspond à une somme qui malheureusement n'est pas suffisante pour aller de l'avant. Alors, je vais peut-être passer sur cette diapositive-là. Nous avons voulu, pratiquement, ce que nous avons voulu savoir, c'est si les centres avaient eu des moyens humains pour le développement de la recherche. Parce que ce sont des centres de référence clinique, et ce qui manque souvent, c'est du temps humain. Et je pense que le premier plan, qui a été poursuivi par le financement du deuxième plan de financement donc des centres de référence, a permis d'avoir
possibilité de dégager un poste de praticien hospitalier, d'attaché de recherche clinique ou autre. Et vous voyez ici que le centre, effectivement, durant la période 2011-2015, alors que les centres étaient déjà créés, ils avaient déjà reçu, je dirais, un financement pendant la période précédente, mais ils ont obtenu quand même, dans un tiers des cas, un financement pour voilà, bénéficier d'un apport supplémentaire pour les études en question. De même que ces centres de référence ont accueilli des doctorants ou des post-doctorants dans presque 2 tiers des cas. Alors ceci est rassurant. Alors maintenant, si on va jusqu'au bout des choses, on peut se demander, mais alors finalement, il y a des centres qui n'ont pas fait d'investigation clinique, pas d'essais thérapeutiques, qui n'ont jamais eu de doctorant et qui ont peu de publications. Et donc, moi, c'est la question banale que j'ai posée à nos collègues de la Direction Générale de l'Offre des Soins, parce que c'est eux qui labellisent ces centres. Et alors là, j'étais un peu étonné de voir que ma question, en fait, traînait dans les couloirs, mais jamais abordée de face. Et nous, une des recommandations, je vous la livre comme ça, elle est assez brutale. Un centre de référence qui ne fait pas tout ça ne peut pas être considéré comme un centre de référence, ne devrait plus avoir de financement. D'autant plus que les centres de compétences qui quand même donnent un sacré coup de main aux centres de référence n'ont pas d'argent du tout, eux. Donc il serait quand même bon de revoir les choses. Donc nous avons été aussi clairs que ce que je viens de dire à 2 reprises devant les directions générales des hôpitaux. Maintenant, le scientifique cause, l'expert propose, et finalement c'est une politique qui dispose. Voilà, ça, vous connaissez. Alors maintenant, quelle est la typologie des maladies rares financées par l'ANR? Parce que c'est là où on a quand même le maximum de... Alors seulement c'est la recherche lourde. Là, il y a les essais thérapeutiques qui sont financés, mais ça vous donne une idée. Vous voyez justement, il y a un financement pour le diagnostic, les déterminants génétiques, etc. Mais l'essentiel représente la physiopathologie. Ça vous donne une idée des grands secteurs de la recherche qui sont alimentés en quelque sorte par le financement de l'ANR. Et puis, il fallait savoir aussi si l'ensemble des maladies rares étaient correctement financées. CDDR depuis les maladies, commençons en haut par la tête et le cou, les maladies cardiaques rares, les maladies pulmonaires, les maladies hépatiques, etc. C'est difficile de dire ça. On a les chiffres, je ne voudrais passer plus de temps, mais je ne pense pas qu'il y ait de disparité fondamentale entre l'importance, la fréquence de certaines infections et d'autre part le financement qu'elles peuvent recevoir. Alors c'est peut-être moins vrai pour les financements associatifs. L'AFM Téléthon a quand même comme priorité, évidemment, et ils le disent clairement, de financer les myopathies, et la myopathie de Duchenne, qui a été quand même à l'origine, je dirais, la prise de conscience et de la création de l'AFM Téléthon. Mais ceci vous donne quand même une idée, bon, je crois, de la répartition, en tout cas, ça pourrait être travaillé, des domaines de recherche. Alors, ce que nous voulions savoir aussi, c'est si les centres de référence travaillaient avec d'autres collègues, avec d'autres centres de référence, c'était évident, avec d'autres centres, avec des unités de recherche fondamentales, pratiquement tous les centres de référence, oui, ont des collaborations, ont des publications en commun, et tout ceci aboutit quand même aujourd'hui, ça c'est le point important, à un diagnostic qui est possible sur le plan génétique pour 950 maladies rares, c'est quand même un point important, et d'autre part, ceci correspond à un peu plus d'1 millier de gènes testés, et ceci a été rendu possible grâce à ces plateformes de séquençage, même si elles sont à développer et à accroître, c'est quand même un élément important. Mais on est quand même loin du chiffre des 7 ou 8 000 diagnostics génétiques, peut-être pas 8 000, parce qu'il n'y a pas 8 000 maladies rares d'origine génétique, mais enfin, en tout cas, nous sommes encore loin de pouvoir atteindre tout ce qu'on souhaiterait. Alors, aussi intéressant, je dirais un mot des publications après, mais c'est aussi les brevets. Eh bien, à ma surprise, heureuse, il y a 20% des centres qui ont déposé un brevet, et même 6 centres qui ont déposé 2 brevets ou plus, et quand on totalise tout cela, ça fait un nombre de 30 brevets, et parmi les 30 brevets, moi je m'intéresse toujours aux brevets exploités, parce qu'en fin de compte c'est ce qui est important, mais il y a eu 7 brevets exploités, dont 3 en thérapeutique, donc essentiellement dans les procédés diagnostiques, et en thérapeutique quand même dans 3 cas. Je pense que ceci va s'accroître.
Alors, nous nous sommes intéressés aux publications. Alors là, je ne prétends pas du tout vous donner quelque chose de correct, mais simplement, on leur a demandé, parce que c'était l'été, de nous indiquer leurs 5 meilleures publications. Et sur les 5 meilleures publications, je vous ai mis comme ça, pour vous donner une idée, mais on se fait vite une idée de cette manière-là, les meilleures publications dans les journaux généralistes, dans les journaux de génétique ou dans les journaux de spécialité ainsi indiqués. Mais en même temps, nous avons demandé à l'INSERM, et Nicolas Fnac avait fait un travail tout à fait intéressant, pour savoir comment se situait la France sur le plan des publications, alors cette fois-ci avec la méthodologie rigoureuse, en utilisant les mots-clés. Alors les mots-clés des maladies rares, ça c'est un vrai sujet. C'est pas comme certains qui se prélassent en se disant bah, Alzheimer, c'est simple, hein, vous tapez Alzheimer, regardez France, machin, puis vous faites un truc et vous êtes fier de votre affaire, voilà. Je parle Alzheimer parce que c'est pas une maladie rare et puis que personne dans la salle ne pourrait éventuellement en prendre ombrage. Mais, pardon. Mais pour les maladies rares, on ne peut pas s'en sortir facilement comme ça. Donc, ce que nous avons demandé à Nicolas Fnac, on pourra discuter avec elle, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le répertoire GARD du NIH, Genetic Rare Diseases Information Center, qui a collecté 3000 syndromes rares ou maladies génétiques rares. Il y a les cancers rares qui n'étaient pas inclus dans notre évaluation, parce que c'est le plan cancer qui s'en occupe, mais ça nous donnait quand même une bonne indication. Alors, on a considéré la période 2010-2015 pour savoir si la France, comme on le dit souvent, est forte dans les maladies rares. C'est ce qu'on dit. Ben, la réponse est très clairement oui, je pense. D'abord, en termes de nombre de publications, ce qui ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais quand même, la France est en 7e position. Vous voyez là, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est en termes de journaux au top 10% ou au top 1%. La France se situe en position 4 ou, pour les top 1%, ce qui est quand même très bien, durant la période 2010-2015, ou au top 6e position pardon, pour les journaux au top 10%. Alors là, je vous passe sur les indices de citation normée, etc., pour essayer d'avoir des références correctes et des comparaisons valables. D'ailleurs, voilà, si vous voulez regarder, les 10 pays qui ont été étudiés. Et vous voyez ici la France en 7e position pour le nombre de publications, mais le plus important, sans doute, c'est le top 1%, où on est en 4e position. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé par curiosité le rapport de la Cour des comptes sur la recherche scientifique qui a été publié en 2013. Ça, c'est une chose qui est intéressante, parce que c'est très complet sur le nombre de publications scientifiques, etc. Et entre autres, il est dit que la France se situe en termes de publications scientifiques au 6e rang. Voilà, ça correspond, je dirais, assez bien à l'observation qu'on peut faire pour les maladies rares. Maintenant qu'on est rassuré, on va voir quand même un certain nombre de défis à remplir dans cette deuxième partie que je vais faire aussi vite que possible, si le bourreau me donne l'occasion de respirer encore un peu. Bon, alors, comme Guillemot consent, je dirais qu'on va vers une complexité croissante, mais surtout ce qui m'a intéressé, c'est vers la médecine de précision. Je vais vous donner un exemple précis. C'est vrai, on fait le diagnostic, on sait qu'il y a une mutation ou une série de mutations, et on va essayer d'avoir un médicament qui va correspondre à cela. Mais ceci se met en place seulement. Il y a une question qui n'est pas banale, c'est la thérapeutique des maladies très rares, c'est-à-dire 1 pour 100 000. Alors là, pour le coup, il y a tellement peu de patients que c'est obligatoirement au niveau international. Et la France, grâce, je pense, à la notoriété de ces chercheurs, peut jouer de ces partenariats. De même que une des questions qui se posent, et j'y reviendrai sur une critique de l'AFM Téléthon, c'est les partenariats avec les associations de malades. Et je pense que là, il y a un effort à faire, et très sincèrement, j'y reviendrai, je pense que le dialogue est insuffisant. Mais ce n'est pas nouveau, pas du tout nouveau. Et donc, tout ce qui est plateforme maladie rare, qui a été
proposées dans ce plan et à poursuivre. Alors, nous avons émis 14 recommandations, mais je vous promets que je n'en donnerai qu'une, qui est la dernière, qui est la plus importante, mais elle conditionne quand même que pour cette dernière recommandation, qui est un troisième plan, ce qui n'était pas du tout évident après tout, hein, on était parfaitement libre, surtout avec mes collègues anglais, croyez-moi, qui peuvent dire mais on n'en a pas besoin. Mais on dit poursuivez si vous tenez compte des 13 précédents. Mais je ne vais quand même pas vous montrer les 13 précédents. Sauf que je vais vous donner quand même quelques petites indications. Premièrement, revoir la labellisation des centres de référence et de compétences. Vous avez vu dans quelle direction nous allons. J'y reviens pas. Collecte des données, c'est insuffisant. On n'a pas suffisamment de collecte de données bien faite, bien organisée. Collecte des échantillons radicaux ne représente que 13 cohortes. C'est pas beaucoup, hein. Et pourtant, c'est 11 millions d'euros. La nomenclature des maladies. Ça, alors là, c'est un casse-tête que je n'aurais pas cru. Je pensais qu'avec Orphanet, tout était réglé. C'est faux. Orphanet est très compliqué à utiliser. Tous nous l'ont dit. Donc, il n'est pas utilisé. Il est utilisé comme outil de recherche, plus à la limite par les Européens, par nous. À 60% par les Européens, à 40% par nous, Français. Et en plus, ce sont vraiment des professionnels qui utilisent Orphanet. Ce ne peut pas être je dirais un médecin, même dans un centre spécialisé, il n'utilisera pas Orphanet. Donc il faut d'autres systèmes. Il y a d'autres systèmes qui ont été proposés, mais ces autres systèmes ne sont pas correctement implantés, et d'autre part, ils ne sont pas diffusés au niveau des différents secteurs, c'est-à-dire les systèmes d'information hospitaliers, les banques de données nationales maladies rares, tout cela pose des problèmes d'interopérabilité. Bref, il y a un gros problème, et je ne sais pas comment il va être résolu. Enfin, nous, on le signale, hein, c'est clair. Le séquençage. Oui, on a des plateformes, j'ai indiqué tout l'intérêt. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas continuer à être aussi en retard qu'on l'est sur la grande question qui a été posée à Yves Lévy et auquel il va répondre, à savoir des outils plus lourds de séquençage plus rapide, avec soit la possibilité d'un certain nombre limité de ces très grosses plateformes de séquençage, soit au contraire un centre unique. Je ne sais pas quelle est la décision, mais je sais que le débat est chaud. Le développement des essais thérapeutiques, c'est insuffisant. Je vais vous montrer les chiffres du LEM et de la participation des laboratoires des entreprises de médicaments. On est quand même vraiment en retard. Or, s'il y a bien une question qui est régulièrement posée quand on a vu 5 ou 6 associations de malades, la FM, la mucoviscidose, la sclérose latérale amyotrophique, etc. La seule question qu'ils disent, docteur, on vous a fait des progrès sur le plan du diagnostic, du mécanisme physiopathologique, etc. Et le traitement. Notre collègue anglais, il n'y avait que ça qui l'intéressait. Donc, et nous sommes en retard. La coordination des différentes parties prenantes, vraiment, voilà. Alors, à la fin d'un plan, quand on veut critiquer et terminer la critique, on dit il n'y a pas assez d'études en sciences humaines et sociales. C'est vrai. Mais là, je dois dire, je vais dire moderato cantabile, parce que je pense qu'on s'y est mal pris. Et que les médecins arrivent à la fin en disant il y a un problème, ce serait bien de faire de l'économie, de la santé sur les maladies rares, l'influence sociologique que peut comporter le fait d'avoir les maladies rares, etc. À la fin, quelque part, on se dit on va demander à un sociologue de vie, il va bien s'intéresser à notre question, puisqu'elle est très importante et intéressante. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Maintenant, je crois l'avoir compris. Je pense qu'il faut être beaucoup plus en amont, intéresser beaucoup plus en amont, poser la problématique, voir exactement ce qu'on veut et travailler avec les SHS, mais sur un long terme. Ce n'est pas du tout la même manière de procéder. Ça, j'ai appris quelque chose, j'espère l'avoir fait passer. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'études SHS en maladie rare. Alors, vous voyez quand même que sur le plan du diagnostic, on progresse. Vous voyez le nombre de gènes cumulés qui sont liés à des maladies rares, donc on y est. Et l'IRDIC, qui est en quelque sorte la manière de penser, de réfléchir à haut niveau sur les maladies rares, l'IRDIC se dit qu'il faudrait qu'en 2020, la moitié des maladies rares soient diagnostiquées sur le plan génétique. Donc c'est vraiment un point important. Sur le plan de la thérapeutique, je vais peut-être passer ça, simplement pour dire que sur le plan de la thérapeutique,
il y a un changement culturel extrêmement important, à savoir que les maladies rares maintenant intéressent les sociétés pharmaceutiques, y compris les grosses sociétés pharmaceutiques. Non pas qu'elles investissent elles-mêmes sur les maladies rares, mais qu'elles sont à l'affût des petites biotech qui proviennent de la recherche publique, de la recherche fondamentale publique, pour pouvoir les acheter et se faufiler dans une niche. Et avec Joël Melun, on connaît très bien l'exemple superbe d'Actelio, qui est quand même la première biotech qui a existé en Europe sur l'hypertension artérielle pulmonaire primitive et qui correspond effectivement à cela, un modèle tout à fait particulier. Et ce que vous voyez très bien, c'est que le nombre de médicaments introduits dans les maladies rares décroît. Le nombre de médicaments introduits par les grosses boîtes pharmaceutiques décroît, c'est en bleu, et tandis que le nombre de maladies introduites par les petites compagnies croît, c'est en vert. Alors, sur le plan des études, ce qu'on peut dire, c'est que, si on regarde ce que nous donne le LEM, c'est-à-dire, encore une fois, le laboratoire de l'industrie pharmaceutique, enfin, grosso modo, c'est la manière dont les industriels travaillent de façon relativement coordonnée, en tout cas, ils s'échangent des informations. Vous voyez qu'il y a des essais thérapeutiques dans les maladies rares, mais finalement un nombre relativement modeste d'essais, d'une part, avec, pour la période, simplement pour l'année 2014, 480 patients inclus. Et là, vous avez les différents domaines qui sont impliqués. Et ceci correspond aussi bien aux compagnies importantes que surtout donc aux biotech. Là, contrairement à ce que je croyais, la France est au deuxième rang des biotech. C'est quand même assez intéressant. Il y a plus de 500 biotech à l'heure actuelle en France, avec un turnover rapide, c'est-à-dire que le taux d'attrition des biotech est grand. Et puis, il y a aussi des coopérations. Là, vous voyez un certain nombre de coopérations qui existent. Vous voyez au passage, c'est pas moi, ça c'est l'IRDEC qui a fait ça, l'IRDIC, pardon. Vous voyez, est indiqué l'hémangiome infantile, qui est finalement une découverte bordelaise. C'est pas moi qui l'ai rajouté, c'est sur le site de l'IRDIC, sur l'effet des bêta-bloquants dans l'hémangiome infantile. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes de collaborations. Par exemple, ici, l'Institut Imagine qui collabore avec GSK, avec un accord officiel. Ce que voudrait avoir l'IRDIC, c'est 200 nouveaux produits à ajouter aux 60 produits qui existent à l'heure actuelle. Donc voilà l'objectif. 2020, et on en est loin. Alors, bon, pour les maladies rares, je pense que l'innovation est synonyme de maladies rares. À la fois parce que c'est la première fois que réellement qu'on a utilisé la thérapie génique. La thérapie cellulaire est plus en retard, à mon avis, que la thérapie génique. J'avais déjà un certain nombre ici indiqué de succès à suivre de près dans la thérapie génique, et notamment la drépanocytose. C'est quand même une maladie rare qui est extrêmement importante dans les Antilles. Et il faut voir aussi qu'avant, la thérapie protéique dans les maladies rares a été et est un succès indiscutable. Vous voyez ici, regardez rapidement le traitement chronique des maladies, des déficits du stockage lysosomal, pardon. Là vous avez un certain nombre de maladies, et on peut même dire qu'un certain nombre de très grosses compagnies à l'heure actuelle, comme Amgen, Genzyme, et d'autres encore, ou Genentech, ont fait en grande partie leur fortune sur la thérapie protéique à partir de maladies rares, avec après les monoclonaux. Je vais passer là-dessus, parce que ça c'est un exemple typique de succès de la compagnie d'un de nos collègues du comité, qui était tout à fait intéressant. Il a donc créé sa boîte qui s'appelle Enovia, qui est capable de guérir, pratiquement, avec des guillemets, guérir, c'est un traitement chronique, ce qu'on appelle l'hypophosphatasie, qui est une maladie épouvantable qui se traduit par la mort chez beaucoup de nouveau-nés, parce qu'ils sont incapables de calcifier quoi que ce soit leurs os. Enovia a été racheté, ce qu'il avait créé
par une série de capital venture, et puis finalement vendu aux Américains à 610 millions de dollars. Lui, il en a pas retiré beaucoup, mais enfin le pourcentage de 610, même s'il est faible, c'est quand même pas négligeable. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Alexion, qui a racheté compagnie américaine, cette petite boîte canadienne à l'origine, travaille maintenant avec Imagine et réinvestit à Imagine Necker pour la découverte de nouvelles maladies rares dans certains domaines. Alors, les alliances. Les alliances, elles sont très importantes. Et là, vous avez en France, par exemple, l'Alliance Maladies Rares qui représente plus de 200 maladies rares. Et comme vous voyez, les alliances sont exigeantes. Rien à notre sujet sans nous. Et donc, ça montre bien la barre de dialogue qui peut y avoir. Alors, ce que je voulais dire un mot, c'est finalement les maladies rares et la thérapeutique des maladies rares sont à la source de nouveaux modèles économiques de découverte et de développement surtout de médicaments. Et c'est ce qu'on appelle la philanthropy venture ou le charity funding. C'est-à-dire que c'est l'association entre une ou des compagnies pharmaceutiques d'une part et d'autre part des alliances de malades. Alors l'exemple typique est celui de la mucoviscidose, cystic fibrosis. On va prendre après, et on terminera par ça, la FM Téléthon. La mucoviscidose est une maladie rare, elle touche sur 4500 naissances. Le gène a été découvert en 89 et malheureusement on est toujours incapable de faire une thérapie génique malgré le nombre de modèles, etc. Là vraiment, on n'a pas évolué du tout. Mais la mutation la plus fréquente est une mutation qui fait sauter un acide aminé, une phénylalanine. Et ce qui est intéressant, c'est que même en l'absence de thérapie génique, par un meilleur traitement, par ces centres spécialisés sur les maladies, sur les centres de référence sur la mucoviscidose, on a gagné pratiquement 20 ans d'espérance, 20 à 30 ans d'espérance de vie. À l'heure actuelle, on ne meurt plus à l'âge de 7 ou 10 ans, mais à l'âge quand même. La médiane, c'est quand même 30 à 35 ans. Enfin, c'est quand même un grand succès. Alors, il y a un modèle qui est intervenu, qui est tout à fait intéressant, qui est celui de l'association américaine des patients et des malades atteints de mucoviscidose. Cette association a décidé, plutôt que de faire de la recherche fondamentale de plus, de dire, ben voilà, on va financer une compagnie pharmaceutique, Vertex en l'occurrence, on va lui donner de l'argent pour qu'elle trouve des médicaments. J'ai bien lu toute l'histoire. L'histoire est intéressante parce qu'ils se sont adressés à beaucoup de compagnies qui ont refusé, des grosses compagnies, des petites compagnies. Et il y avait une petite compagnie à Boston qui s'est intéressée à la question. Et l'anomalie, c'est un canal chlore qui se trouve en intracellulaire qui est incapable de s'ouvrir correctement pour faire passer l'ion chlore. En utilisant des modèles cellulaires, puis des modèles animaux, mais d'abord des modèles cellulaires, en faisant un screening, ils se sont dit, mais après tout, il y a plusieurs types de mutations dans le gène de ce canal chlore. On va regarder si nos produits, par hasard, ne marcheraient pas sur un certain type de mutation. Bingo, une mutation donnée qui est le remplacement, peu importe d'ailleurs, d'une glycine par un acide aspartique, eh bien, il y a un médicament qui marche, qui est capable de restaurer l'activité du canal chlore. Le canal chlore est fabriqué, synthétisé, mais il est inactif. Et là, il est réactivé par le produit en question. Et ça a été possible, et c'est important dans la mesure où il y a 2 à 5% des patients qui sont infectés avec cette mutation. Alors le point, c'est que le coût du traitement, de 300 000 $, par an, tous les ans, évidemment, pour ces patients. En France, ça représente 22 millions d'euros, compte tenu que nous avons à peu près la même prévalence de cette mutation qu'aux États-Unis. C'est remboursé par la sécurité sociale. En revanche, ça n'est pas le cas du tout aux États-Unis. Alors, la société Vertex a bénéficié de 75 millions de dollars
de l'Alliance mucoviscidose américaine. Les bénéfices qu'elle a eus, de 155 millions de dollars, ont été réinvestis, et réinvestis dans la recherche, avec l'espoir, et Vertex dit qu'en 2020, ils seront capables, avec des produits, de guérir l'ensemble des mucoviscidoses. Donc vous voyez le business qui s'est passé. Ceci dit, alors même que c'est une molécule chimique, hein, je veux dire, c'est pas un produit biologique qui est particulièrement plus cher, hein. C'est une molécule simple à synthétiser. Ils ont un brevet qui va jusqu'à 2025. Donc si vous voulez, il y a une controverse qui est intéressante, à savoir que, notamment nos collègues anglais, trouvent qu'ils payent 2 fois le prix. D'une part, ils ont donné de l'argent parce que, voilà, émus par la mucoviscidose, donc de l'argent pour les charities, et d'autre part, ils payent dans leurs impôts, quelque part, les 300 000 $. Voilà les chiffres. 75 millions de dollars qui ont été fournis par Vertex. Les royalties qu'ils ont eu, 157 millions. Et comme vous dit cet article du BMJ, paying twice, questions of a high cost of cystic fibrosis drug developed with charitable funding. Alors, je termine par la FM Téléthon. J'aime bien sûr, comme je vous l'ai dit, 92, on n'aurait pas de carte du génome humain sans eux. Mais quand même s'ils soutiennent à l'heure actuelle 37 essais pour 27 maladies différentes, ils veulent devenir, en 2019-2020, le premier centre européen de produits de thérapie génique et cellulaire. Voilà l'ambition affichée. Le financement. Et le financement étant en partie public, c'est un financement de 84 millions d'euros de la Banque publique d'investissement, vous savez, qui aide les jeunes entreprises, et ils rajoutent 36 millions d'euros. Ceux-ci sont particulièrement bons puisqu'ils ont 54% du capital, et donc, parce que ça se fait à Évry, au passage, ce sont quand même des locaux publics, au Généton, etc. Donc, si vous voulez, on retombe exactement dans ce genre de business. Alors, évidemment, on peut dire oui, mais voilà, c'est quelque chose qui sera aussi vertueux que possible, les bénéfices qui pourront être faits vont être réinvestis dans la recherche. Moi, je pense qu'il y a quand même toujours un danger, qui est la loi du marché, qui va finalement s'imposer. Et quelque part, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et c'est bien ce qui a été reproché avec le coût de la société Vertex. Des investisseurs astucieux s'en sont mis plein les poches. Bon, je termine en disant, comme je travaille sur des maladies communes comme l'hypertension artérielle, je pense qu'on doit beaucoup aux maladies rares, parce qu'elles nous aident aussi à les disséquer. Je vais passer à l'hypercholestérolémie et du PSK9, qui est quand même une très très belle histoire. Mais je dirais pour terminer quelques aphorismes. Donc je termine avec mes aphorismes. Les maladies rares ne sont pas si rares que ça. Collectivement, elles représentent quand même 4 à 5% de l'ensemble des patients. Deuxièmement, elles ne sont pas orphelines de soutien. On les dit souvent orphelines. Je trouve que c'est un mauvais terme parce que, d'abord, on sait à quoi elles sont dues dans une proportion non négligeable de cas. Elles ne sont pas orphelines de soutien avec les associations. On dit souvent qu'elles ne trouvent pas de partenaires industriels. Je vous ai montré l'inverse. Elles peuvent même servir de levier dans un certain nombre de cas pour des grosses compagnies. Elles servent la cause des maladies communes. C'est vrai, je n'ai pas le temps de le discuter. On disait qu'elles n'intéressaient pas le public. Je pense que c'est tout l'inverse. Finalement, ces maladies rares nous sont chères parce qu'elles nous amènent à réfléchir sur à la fois un problème de santé publique et en même temps un problème médical individuel terrible pour lequel on peut espérer quand même progresser. Voilà, merci.